sommes lundi 6 avril 2020. Nous allons faire notre cours de philosophie, la suite du thème 4, la nature et la culture, qui est ce thème qui a pour objectif général comprendre les rapports qui existent entre la nature et la culture. Et nous avons abordé dès le début la définition ou les définitions des concepts de nature et de culture. Et nous sommes passés au rapport nature et culture, à la problématique de la nature humaine, à la définition et aux conceptions du travail. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième leçon intitulée « Le concept de l'art ». Le concept de l'art. Le concept de l'art. Le concept de l'art. Ici, nous avons un objectif particulier à atteindre. Donc, toi qui me suis en terminale A, à la fin de la leçon portant sur le concept de l'art, tu dois être capable de déterminer les caractères et les fonctions de l'art à partir des connaissances acquises. Donc, je répète, nous avons comme mission à la fin de vérifier si toi l'élève ou vous les candidats de terminale A au bac, si vous êtes capable de déterminer les caractères ou caractéristiques et les fonctions de l'art à partir des connaissances acquises et de façon précise. Voilà l'objectif opérationnel qui est engagé. Mais sans plus tarder, posons-nous la question, qu'est-ce que l'art? Quoi est l'art? Qu'est-ce que c'est l'art? Que veut dire l'art? Quelle est la signification qu'il faut attribuer au concept d'art? Le terme art vient du latin ares, ars, ou artis, en latin, et qui est synonyme de moyen, de procédé, d'habilité, de méthode. Donc, de ce point de vue, donc à partir de cette étymologie, l'art est donc un moyen qui nous permet de réaliser quelque chose. Et à ce moment-là, l'art est synonyme de technique. L'art est synonyme de technique. Par rapport à son étymologie, l'art et la technique sont confondus. Voilà ce que nous donne l'étymologie. Mais au sens traditionnel, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'art est donc l'ensemble des moyens ou des méthodes que l'homme utilise pour réaliser quelque chose ou pour produire une œuvre. Mais il y a aussi le sens moderne qui nous renvoie aux œuvres produites par l'homme visant le beau ou encore les œuvres belles. C'est aussi la tâche de l'art. Mais si l'art est ainsi défini, en quelques mots, qu'est-ce que l'art? L'art, c'est toute activité intellectuelle ou manuelle visant à produire le beau. Un idéal, mais cet idéal, c'est le beau. Voilà ce qu'il faut retenir. Sans plus tarder, on va noter le petit 1, la définition de l'art. Définition de l'art. La définition du concept art.
vous notez, vous qui nous suivez, chers candidats, du latin ares, ars, du latin ars, virgule artis, vous mettez entre guillemets, qui signifie moyen, procédé, habileté, méthode. Du latin ars, artis, qui signifie moyen, procédé, habileté, méthode. Point. Non, au lieu de point, vous mettez la virgule. Du latin ars, artis, qui signifie moyen, procédé, habileté, méthode. Virgule. L'art désigne au sens traditionnel une habileté de produire, de créer et en même temps le savoir-faire. L'art, au sens traditionnel, désigne une habileté de produire, de créer et en même temps le savoir-faire. Point. Il est l'ensemble des procédés, virgule, des moyens ou méthodes que l'homme utilise pour produire, pour réaliser une œuvre. Point. Il est l'ensemble des procédés, virgule, des moyens ou méthodes que l'homme utilise pour produire, virgule, pour réaliser une œuvre. Point. Il est dans ce sens synonyme de technique. Vous allez à la ligne. Au sens moderne, l'art est une activité qui vise à produire des œuvres reconnues belles. L'art est une activité qui vise à produire des œuvres reconnues comme belles. L'art est une activité qui vise à produire des œuvres reconnues belles. Point. C'est une science des normes artistiques ou esthétiques. C'est une science des normes artistiques ou esthétiques. Point virgule, il vise un idéal. Deux points, celui du beau. Le beau. L'art vise donc le beau. L'idéal de l'art, c'est de produire ou d'atteindre le beau. Vous mettez un point. Il vise un idéal, deux points, le beau. Point. Le concept de l'art regroupe les arts plastiques, c'est-à-dire l'architecture, la sculpture, la peinture, vous mettez dans la parenthèse, et les arts rythmiques. Donc, l'art regroupe les arts plastiques, entre parenthèses, l'architecture, la sculpture, la peinture. Et, fermez la parenthèse, et les arts rythmiques. 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 C'est-à-dire la danse, la musique, la poésie, le théâtre. Fermez la parenthèse. Point. Toutefois, quelles sont la nature et les fonctions de l'art? C'est-à-dire, si l'art est au départ, par son étymologie, un procédé, un moyen, une méthode, une procédure, il est donc synonyme de la technique.
Et la technique est un ensemble d'éléments, de production, de moyens, de savoir-faire qui nous permettent d'atteindre un idéal ou de résoudre un problème. Ici, au niveau de l'art, de façon traditionnelle, il est synonyme de la technique. Mais de façon moderne, l'art est cette activité qui vise la production des œuvres belles ou encore qui vise le beau. Mais à travers cela, il faut comprendre qu'on distingue plusieurs types d'art. Les arts plastiques, où on trouve la peinture, le dessin, l'architecture, la sculpture. Et vous avez les arts rythmiques, où on a la danse, la musique, la poésie, le théâtre. Voici l'art dans sa définition originelle, mais aussi l'art dans ses acceptions traditionnelles et modernes. Et sans oublier sa diversité plus ou moins esquissée ici. Alors, à partir de là, on peut passer au deuxième point. Quelles sont la nature et les fonctions de l'art? Petit 2, vous notez la nature et les fonctions de l'art. La nature et les fonctions de l'art. En fait, ici, on veut vérifier quels sont les signes. On veut vérifier les signes par lesquels on peut reconnaître l'art. Ou encore, quels sont les signes par lesquels on peut déterminer l'art. Ou on peut se poser la question, qu'est-ce que l'art dans ses manifestations, dans ses signes particuliers, dans sa spécificité. Et nous allons répondre aussi à la question, quelles sont les fonctions de l'art? Ou encore, quels sont les rôles, les missions, les tâches assignées à l'art? Voici les préoccupations ou les questions auxquelles nous allons répondre dans le petit 2. On note sans plus tarder, il y a plusieurs caractéristiques et plusieurs rôles de l'art, mais que nous devrions aborder à travers l'histoire de la philosophie et certains philosophes. Et sans plus tarder, nous prenons la première conception qui va nous permettre de comprendre la nature et la fonction de l'art. L'art est saisi comme une imitation. L'art comme imitation. L'art comme imitation. Et qui pense ainsi, où nous allons nous appuyer sur quel auteur? Nous allons nous appuyer sur Aristote, un des grands philosophes de l'Antiquité grecque et européenne. On dirait même que c'est le philosophe par excellence de l'Antiquité gréco-européenne. Il est prolixe, il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, il a écrit beaucoup de livres. Parmi les livres les plus célèbres qu'il a écrits, nous avions la métaphysique, mais nous avions aussi l'éthique à Nicomaque, l'éthique à Eudème, nous avons l'organon, qui veut dire l'outil, où il traite des questions de logique, des questions de méthode de raisonnement. Mais ici et maintenant, nous allons voir ce que le grand Aristote pense de l'art. Chez lui, l'art est saisi comme une imitation. Et comment? On note et on va expliquer au fur et à mesure. Chez Aristote, virgule, l'imitation est une tendance naturelle aux hommes. Point. À cet effet, virgule, l'art n'est rien d'autre que la reproduction, virgule, la représentation ou la copie des objets naturels. À cet effet, virgule, l'art n'est rien d'autre que la reproduction, virgule, la représentation ou la copie des objets naturels. Point.
l'essence de l'art. Donc, la nature de l'art. L'essence de l'art. Ici, essence s'écrit de cette façon. C'est la même écriture avec essence du carburant. Mais ici, il ne s'agit pas du carburant. Il s'agit de l'essence comme nature intime de quelque chose, comme l'identité profonde, comme la particularité, la spécificité, ou encore la valeur, le tréfonds de quelqu'un ou de quelque chose. Ce qui fait sa véritable forme, sa véritable identité. Point. L'essence de l'art consiste à imiter la nature. Point. Cette tendance qui est en l'homme de représenter et de contempler la nature est la source du plaisir. En fait, qu'est-ce que Aristote veut dire par là? Comment comprendre que l'homme imite la nature? Imiter veut dire reproduire. Imiter veut dire multiplier ce qui est déjà, représenter autrement, mais ce qui existe déjà. Donc ici, l'imitation, excusez-moi, l'imitation est synonyme de reproduction ou de représentation. L'imitation est synonyme de reproduction ou de représentation. On dit bien représentation. On dit bien reproduction. Le re ici veut dire quoi? Produire encore, produire de nouveau, ou encore la représentation, ici veut dire présenter quelque chose nouvellement ou d'une autre façon. Donc, présenter ce qui est déjà. Donc, comment Aristote explique l'art saisi comme imitation? Autrement dit, virgule, selon Aristote, virgule, l'art est la simple imitation de la réalité. La réalité, c'est tout ce qui est physique, matériel, c'est tout ce qui est autour de nous. Souvenez-vous de la définition du concept de nature. Donc, on imite quoi? On imite la nature. On imite quoi? Ce qui se trouve dans le milieu physique, dans notre environnement matériel. L'art est la simple imitation de la réalité, virgule, un portrait ou une copie conforme du réel. Point. Ce qui veut dire que la plus parfaite beauté artistique est celle qui reflète la beauté vivante. Ce qui veut dire que la plus parfaite beauté artistique est celle qui reflète la beauté vivante, c'est-à-dire celle qui copie la chose telle qu'elle se présente dans la nature. En fait, ici, dans l'optique aristotélicienne, on comprend que être artiste, c'est reproduire le déjà là, reproduire le déjà vu, reproduire le connu, reproduire ce qui est déjà matériel, ce qui est déjà physique, ce qui est déjà chosifié ou ce qui est déjà là en tant qu'objet. Donc la beauté pour Aristote, la beauté que l'artiste représente, est la résultante ou le reflet de la réalité qui se trouve là où se trouve l'artiste ou la réalité que l'artiste a rencontrée ici ou là, ici et maintenant, ou une réalité qu'il a toujours palpée, telle que les arbres,
les beaux paysages, le bord du fleuve, les montagnes, les clairs des lunes, bref, tous les événements physiques, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tout ce qu'il a pu voir, les vols d'oiseaux, il le reproduit, c'est là où les belles femmes qu'il a côtoyées, il les reproduit. L'art, c'est donc la vie de tous les jours, la vie dans sa réalité, selon l'optique aristotélicienne. L'art est donc la beauté vivante, celle qui copie la chose telle qu'elle se présente dans la nature. Aussi, dans son livre poétique, Aristote écrit « L'art ou bien exécute ce que la nature, est impuissante d'effectuer, ou bien limite. Et c'est dans le livre poétique. Voilà. Qu'est-ce que Aristote a voulu dire? L'art ou bien exécute ce que la nature est impuissante d'effectuer, ou bien limite. Ça veut dire ici, la nature et la fonction de l'art consistent en ce que il doit reproduire ce qui existe dans la nature, ou encore prolonge dans son imaginaire ce que la nature ne trouve pas de force à réaliser. Mais au point de départ, c'est déjà naturel. Dans ce même sens, on va à la ligne, Léonard de Vinci, pense que la beauté artistique n'est que la représentation des choses se trouvant dans la nature. Donc en fait ici, Léonard de Vinci, ce grand peintre européen, vient corroborer l'idée d'Aristote. Il va épouser la même perspective aristotélicienne. Il dira, la beauté artistique n'est que la représentation des choses se trouvant dans la nature. Point. Ainsi, virgule, la jouissance que nous procure la beauté naturelle est la même que nous ressentons à partir de la beauté peinte par l'artiste. Donc, on atteint un certain plaisir, on atteint un certain niveau de satisfaction spirituelle, intellectuelle, en peignant, en représentant par la peinture les belles choses qu'on trouve dans la nature ou les beautés naturelles. Vous mettez un point. L'art est donc imitation purement simple de la nature, selon Léonard de Vinci. C'est dans ce contexte qu'il écrit. Léonard de Vinci écrit ceci. L'œil reçoit
L'œil reçoit de la beauté peinte, l'œil reçoit de la beauté peinte le même plaisir que la beauté réelle. L'œil reçoit de la beauté peinte le même plaisir que la beauté réelle. Et Léonard de Vinci l'a dit, fermez les guillemets, dans ce livre traité de la peinture. Bien, ici, nous avons la preuve que Léonard de Vinci pense comme Aristote, que l'art a pour mission, l'art a pour signe distinctif de représenter, de copier la nature. Puisqu'il dit l'œil reçoit de la beauté peinte. Donc l'œil trouve satisfaction à partir d'une œuvre peinte, donc d'une œuvre de peinture, d'une toile peinte, le même plaisir, la même satisfaction que lorsque l'œil observe la beauté réelle, lorsque l'œil observe une belle fleur rose, lorsque l'œil observe une belle créature, lorsque l'œil observe un beau paysage, par exemple aux cataractes, aux chutes, ou encore un champ bien cultivé où les plantes sont ordonnées. Ça représente une certaine beauté, une certaine manifestation des couleurs, une certaine représentation des formes. Bref, ça c'est une des missions, une des caractéristiques de l'art. Mais est-ce que tous les philosophes, tous les intellectuels pensent comme Aristote? Assurément non. Ce qui nous permet de passer au deuxième sous-point, le point D2, où on verra avec Hegel que l'art peut être saisi aussi comme une création. L'art comme création. L'art comme production de la nouveauté. C'est Georg Wilhelm Friedrich Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, un grand philosophe qui nous permet de comprendre la théorie de Marx. Marx a appris auprès de lui, auprès de Hegel. Donc la différence c'est que Hegel est idéaliste, Marx est matérialiste. Mais Hegel a écrit beaucoup de livres, dont la logique, l'esthétique, la raison dans l'histoire, mais surtout le livre référentiel, la phénoménologie de l'esprit. Et Hegel a abordé plusieurs questions philosophiques, mais ici, nous allons voir sa position par rapport à l'art. Que pense-t-il de l'art? Qu'est-ce que l'art selon Hegel? Et pourquoi sa conception de l'art gravite autour du concept création? On note, d'après Hegel, virgule, l'art n'est pas l'imitation de la nature, point. L'art n'est pas l'imitation de la nature, point. Dans l'art, virgule, il y a un aspect lié à l'effort de bien faire. Dans l'art, il y a un aspect
lié à l'effort de bien faire, virgule, de bien produire une œuvre de l'esprit. À cet effet, virgule, l'art nécessite le génie, personnel bien entendu, l'habileté, le talent ou la vocation de créer. Il est dans ce contexte une créativité parce qu'il s'agit d'un effort qui relève de l'artiste lui-même, c'est-à-dire de sa subjectivité, de son intimité, de son moi, de sa vision. Pour lui, pour Hegel bien entendu, l'art est une activité qui dépend des dispositions spirituelles et intellectuelles d'un artiste. C'est pourquoi il dit Hegel dit dans son livre Esthétique, Hegel écrit, Hegel pense, Hegel affirme, dans son livre Esthétique, Hegel pense ceci: le beau n'est véritablement beau, le beau n'est véritablement, le beau n'est véritablement beau, le beau n'est véritablement beau que quand il participe, le beau n'est véritablement beau que quand il participe de l'esprit. Que quand il participe de l'esprit et est créé par lui. Et c'est dans son livre Esthétique. Bien. Hegel ici pense que la véritable nature du beau, l'identité réelle du beau, n'est possible que lorsqu'il caractérise l'esprit, lorsqu'il reflète l'intellect, lorsqu'il nous montre ce que c'est la spiritualité de l'homme, quand il participe de l'esprit et est créé par lui. Donc le beau est le fruit de l'esprit et c'est l'esprit qu'il a mis au jour. Donc il n'y a du beau que de l'esprit. Il y a du beau que ce qu'on peut transformer en concept. Il n'y a du beau que l'idée. Il n'y a du beau que ce qui est conceptuel. Rappelez-vous, Hegel était un idéaliste. Donc, il ne peut que privilégier tout ce qui a trait aux idées, aux concepts, aux pensées. Donc, la beauté dont il est question ici est une beauté contemplative, est une beauté intellectuelle, est une beauté de l'esprit. Tout part de l'esprit, tout caractérise l'esprit, mais parce que c'est l'esprit qui crée ce beau. Vous mettez un point, on va à la ligne. En effet, virgule,
l'art obéit à des règles bien définies. Il a donc, en effet, l'art obéit à des règles bien définies. Point. Il a donc deux aspects. Le premier aspect est lié au génie individuel. Le génie ici, c'est le talent. Le génie ici, c'est la faculté qu'a l'artiste à produire des choses extraordinaires, merveilleuses, qu'on va appeler le beau, qui satisfont l'esprit. Donc le premier aspect est lié au génie individuel. Et le deuxième, donc un autre aspect, donc le deuxième est relatif au conventionné par un apprentissage. Ça veut dire quoi? Pour produire le beau, l'art doit se servir, ou l'artiste doit se servir de deux choses. La première chose, son talent naturel, qui est né en lui. Mais il y a aussi une autre chose, les conventions, les normes qu'il a apprises dans le métier, dans l'activité qu'il exerce. Vous mettez un point. Dans cette dernière dimension, donc dans la dimension de la convention ou de l'apprentissage, l'art se donne l'apparence d'être une science. Donc, à partir des normes qu'on peut apprendre de l'art, telles que la peinture à l'école des beaux-arts, telles que ceux qui apprennent l'architecture, ils apprennent des normes. Mais ici, l'art ressemble à une science, parce qu'il y a non seulement des normes, mais il y a aussi un objet, il y a aussi la méthode de travail. Voilà pourquoi on parle de science. Point. D'où l'existence des écoles de beaux-arts. Point. Dès lors, l'artiste est l'homme auquel le génie rencontre la science. En fait, ici, on veut dire que l'artiste est le résultat, est la combinaison du génie et de la convention, ou encore, il est le fruit du talent et des normes qu'il a apprises dans le milieu où on l'a formé. Dès lors, virgule, l'artiste est l'homme auquel le génie rencontre la science. Point virgule. C'est lui qui produit des œuvres originales relevant d'une invention ou créativité. Point. La musique, la poésie et l'architecture en sont de belles illustrations. Ici, on veut dire que dans la musique, dans la poésie, dans l'architecture, on voit les œuvres belles que les artistes qui sont appelés musiciens, les artistes qui sont appelés architectes, les artistes qui sont appelés poètes, les artistes produisent le beau. Les artistes nous amènent vers les belles choses. Et ces œuvres sont originales. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de comparaison. Parce qu'elles sortent de l'extraordinaire. Pourquoi? Mais parce que c'est le fruit de l'esprit de l'homme. C'est du génie. C'est dans ce sens que Hegel va écrire dans le même livre ce qui suit. L'art doit donc se proposer, l'art doit donc se proposer, l'art doit donc se proposer, l'art doit donc se proposer une autre fin, que l'imitation,
l'imitation purement formelle, de la nature. L'imitation purement formelle de la nature. C'est dans le même livre, Esthétique. Donc, selon Hegel, puisque ce que l'artiste fait pour produire les belles œuvres dépend de deux conditions. La première condition, le talent, le génie, la capacité extraordinaire qu'on trouve en l'artiste. Et ensuite, les règles apprises, les normes apprises lors de la formation ou à l'école. Dans ce cas, l'art doit donc se proposer une autre fin que l'imitation purement formelle de la nature. L'art n'est pas l'imitation de la nature. En fait, ici, Hegel critique sévèrement Aristote. Dans la perspective hegelienne de l'art, Aristote n'a plus sa place. Le vrai artiste, pour Hegel, c'est celui-là qui crée le beau, mais pas celui qui imite le beau, pas celui qui reproduit le beau. En dehors de Hegel, il y a aussi d'autres conceptions, mais on continue. Avant de voir une autre conception, il y a un aspect qu'il faut repréciser. Que devient alors l'art? Si l'art est création, si l'art dépend du talent de l'artiste, du génie de l'artiste, que devient l'art? L'art devient une activité subjective. L'art dépend du sujet pensant. L'art dépend de la personne qui le pratique. L'art est donc subjectif. Donc vous notez, l'art est subjectif, point. Car dans tous ses aspects, virgule, il est plus une transposition qu'un reflet de la réalité. L'art est subjectif, point, car dans tous ses aspects, virgule, il est plus une transposition qu'un reflet de la réalité. Point. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dans l'optique hegelienne, l'art est beaucoup plus une matérialisation de la vision intellectuelle de l'artiste qu'une reproduction aveugle de ce qui est devant moi, de ce qui est devant vous, c'est-à-dire la nature, le milieu physique, l'environnement. Dans le même sens, Marcel Proust vient appuyer l'idée hegelienne en disant ceci. Marcel Proust le témoigne en ces termes. 2 points. Ouvrez les guillemets. Le sens artistique est soumission. Le sens artistique est soumission. Le sens artistique est soumission. Le sens artistique est soumission à la réalité intérieure. À la réalité intérieure. À la réalité intérieure. Il écrit dans son ouvrage « Temps perdu ». Temps perdu. Voilà ce que Marcel Proust écrit, c'est un littéraire français. Il dit « Le sens artistique est soumission à la réalité intérieure ». En fait, il vient corroborer l'idée hegelienne de l'art saisi comme création. Donc, pour Marcel Proust,
le sens, la signification de l'art doit dépendre de la réalité intérieure, c'est-à-dire de l'intimité du moi, de l'esprit ou des sentiments de l'artiste. Donc, chez Marcel Proust, on doit comprendre que l'art n'est art que lorsqu'il reflète la vie intime de l'artiste. Si l'œuvre de l'artiste ne se soumet pas à la réalité que vit l'artiste, si l'œuvre de l'artiste ne reflète pas la vie ou les pensées de l'artiste, cette œuvre est vaine, selon Marcel Proust. Parce que la signification réelle dépend de la vie intime de l'artiste. Dit ainsi, on comprend que chez Proust, on écrit chez Proust, après la citation, virgule, l'art est une activité qui relève de la création et non de l'imitation. Bien, si Aristote pense que l'art est imitation, Hegel met en avant la création. Est-ce que tous les philosophes pensent comme Aristote et Hegel? Non, certainement non. Mais ils ont aussi leur façon de représenter les caractéristiques de l'art et les tâches de l'art qui sont spécifiques. Alors, à ce moment-là, sans plus tarder, nous allons convoquer Nietzsche. Que dit Nietzsche à propos de l'art? Le grand Nietzsche pense quoi? Quelle est la pensée de Nietzsche à propos de l'art? Chez Nietzsche, l'art est une célébration. L'art est saisi comme la célébration. L'art comme célébration. L'art comme célébration. Selon Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du 19e siècle. Bien, le grand Nietzsche a sa vision originale. Pourquoi pense-t-il que l'art est une célébration? Et célébration de quoi? Célébration de qui? Et que veut dire célébrer? Bien, ici, nous devons comprendre que Nietzsche est un grand philosophe allemand qui a écrit beaucoup de livres comme Le Gai Savoir, comme La généalogie de la morale. Il a écrit des livres comme Humain, trop humain et d'autres. Mais ce qui est vrai, Nietzsche a une philosophie profonde qui intéresse plusieurs aspects de la philosophie. Il répond à plusieurs grandes questions de la philosophie. Mais ici, nous allons insister sur sa position par rapport à la nature et la fonction de l'art. Pourquoi dit-il que l'art se résume à la célébration? Et célébration de qui? Célébration de quoi? Et pourquoi célébration? On note. L'art est avant tout une activité humaine, comme toute autre activité. Virgule, il s'exerce en vue d'un but. Donc, on ne pratique pas l'art pour rien, de façon désintéressée, mais on pratique l'art en vue d'eux. On pratique l'art pour. L'art est avant tout une activité humaine comme toute autre activité. Il s'exerce en vue d'un but. Et n'oubliez pas, il n'y a que l'homme qui est en réalité le vrai artiste, parce qu'il est conscient de l'acte qu'il pose et il peut donner un sens
à cet acte et apprécier les actes des autres sujets pensants. L'art est avant tout une activité humaine comme toute autre activité, virgule, il s'exerce en vue d'un but, point. Et chez Nietzsche, virgule, la finalité de l'art, c'est la célébration de la vie. Point. Mais célébration de la vie. Pourquoi célébrer la vie? Mais pourquoi pas célébrer la mort? Pourquoi pas célébrer la femme? Pourquoi pas célébrer la vieillesse? Car, on note, car l'art rend la vie non seulement agréable, mais aussi supportable. Donc l'art célèbre la vie parce que l'art permet aux humains de faire ce qui est utile, mais aussi ce qui est agréable. Donc l'art à la fois rend la vie agréable, donc la vie belle, mais aussi supportable. Pourquoi? Mais parce que la vie est faite de contraintes. La vie est une combinaison de luttes et de luttes permanentes. On lutte contre soi-même. On lutte contre les autres. On lutte contre la nature. On lutte contre les circonstances. Mais on lutte aussi contre ses propres productions sentimentales, intellectuelles, morales, j'en passe. Vous mettez un point. L'art est le moyen par lequel l'homme rend la vie heureuse, modifie et transforme la société. Donc la mission de l'art en célébrant la vie, c'est de nous rendre heureux, de nous installer dans une espèce de bonheur intellectuel ou sentimental. C'est de nous permettre de modifier le fonctionnement de la société, d'orienter, d'impacter la vision des dirigeants, mais finalement d'arriver à la transformation partielle ou profonde de la société. Vous mettez un point. Dans son aspect formel que dans son contenu, virgule, il donne de l'aspiration, de l'envie, du besoin de vivre. Donc l'art nous donne l'aspiration, nous permet d'avoir des projets ou de nous projeter dans le temps, de nous projeter dans l'avenir, pas dans le déjà là, mais vers ce qui va venir, vers le temps qui viendra. L'art donne l'envie, nous pousse, nous booste en quelque sorte, nous pousse au besoin de vivre. En fait, l'art, selon Nietzsche, est un moyen qui nous permet de penser la vie autrement, sans ses vicissitudes, de penser la vie autrement, sans ses aléas, de penser la vie de façon positive. Vous mettez un point. C'est ainsi que Nietzsche affirme dans son livre « Humain, trop humain », Nietzsche affirme dans son livre « Humain, trop humain » que l'art doit avant tout embellir la vie. Embellir la vie.
l'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et agréables si possible. Il l'a dit dans son livre « Humain, trop humain ». Humain, trop humain. Humain, trop humain. Bien. Ici, en réalité, Nietzsche confirme le fait que par l'art, on doit célébrer la vie. Donc la nature et la fonction de l'art, ou les caractéristiques et les rôles de l'art doivent nous amener à enrichir la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Mais comment l'art enrichit-il la vie de l'homme au quotidien? Mais c'est en rendant l'homme tolérable face aux autres, face à ses semblables, mais aussi, si c'est possible, agréable. Donc ici, nous avons deux notions. La notion de tolérance et la notion d'agréable. Donc, la tolérance et l'agréable, ici, veulent nous prouver que l'art, en célébrant la vie, nous amène vers les valeurs. L'art, en célébrant la vie, nous amène vers le comportement humain. L'art, en célébrant la vie, nous amène à la formation de l'esprit de l'homme, à la reformation de cet esprit, mais surtout à la transformation de l'esprit de l'homme, parce qu'il n'est jamais seul au monde, quoique étant impacté par le beau. Ce beau n'est pas toujours personnel, ce beau est avant tout partagé. D'où la notion de tolérance, d'où la notion d'agréable, d'où le fait que l'art n'est pas seulement dans le langage, mais l'art nous amène à la morale. Humain, trop humain. On ne doit pas être excessivement humain dans le sens négatif, mais soyons excessivement humains dans le bon sens, donc au sens moral, au sens comportemental, au sens pratique. Mais en dehors de Nietzsche, est-ce qu'il y a une autre conception qui dépasse ou qui n'accepte pas l'imitation aristotélicienne, la création hegelienne et la célébration nietzschéenne? Assurément, il y en a. C'est notre dernière conception, celle qui consiste à percevoir l'art comme communication. L'art comme communication. Communication. L'art comme communication. L'art comme communication. Et c'est chez Jürgen Habermas. 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 Bien, mais n'oubliez pas, on ne parle pas de communication s'il n'y a pas d'émetteurs et de récepteurs. La communication n'est possible que s'il y a l'émetteur et le récepteur, sans oublier ce qui met en relation l'émetteur et le récepteur. C'est quoi? C'est le message ou le code. Tel est le sens à donner au terme communication. Donc, qui est l'émetteur? Qui est le récepteur? Et quel est le trait d'union entre l'émetteur et le récepteur? Tout ceci mélangé nous donne ce qu'on entend par communication. S'il y a un émetteur, c'est qu'il y a une personne qui a pensé, qui a conçu,
Il a conçu quoi? Ce qui est bien pour les autres ou pour l'autre. Et il l'envoie à quelqu'un qui doit le recevoir. D'où l'influence ou l'interaction entre les deux. Et qu'est-ce qui les met ensemble? C'est le message, le contenu. C'est ce qu'on appelle la communication. Mais il n'y a pas la communication seulement en sens unique. La communication peut être en sens réciproque. Donc, de l'émetteur vers le récepteur et du récepteur vers l'émetteur. Donc, vice-versa. Ça, c'est la communication au sens large. Mais on peut déjà noter, la communication, virgule, dans le sens large, désigne toute opération de transfert ou d'échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. Ces informations, c'est ce qu'on va appeler le message ou le code. Point. Dans ce sens, virgule, elle ne se réduit pas à l'échange verbal. La communication ne se réduit pas seulement à l'échange verbal, mais elle doit prendre en compte beaucoup de paramètres. C'est pourquoi Habermas considère l'art comme un moyen de se communiquer, l'art comme un moyen de s'échanger les idées, l'art comme un moyen qui permet à l'homme de penser à travers les autres et de se penser aussi en véhiculant un message. Point. À la ligne. Pour Habermas, virgule, l'œuvre d'art est une forme d'expression. Point. Ce qui est visé dans l'œuvre d'art, ce n'est pas sa forme, virgule, mais plutôt le message qu'elle traduit. Point. En effet, virgule, le beau dans l'art est expressif, virgule, il représente un idéal exprimé. Point. C'est une autre manière de communication, virgule, de transmission des messages. Ici, en réalité, quels sont les messages, les informations que nous utilisons dans l'art comme moyen de communication? C'est que nous exprimons nos émotions, nos désirs, nos passions. Nous exprimons nos visions, nos pensées, nos idées. Nous exprimons aussi ce qui nous inquiète, peut inquiéter les autres, mais ce qui est inquiétant et ce qui, finalement, suscite la réflexion. Mais nous exprimons aussi quoi? Ce que nous sommes, l'être que nous sommes. Nous exprimons quoi? À travers l'art, notre façon de faire. Nous exprimons quoi? Notre façon d'être. Nous exprimons les différentes expressions de l'existence. Nous exprimons l'existence en nous, l'existence au dedans, l'existence au dehors. Nous exprimons l'existence dans son intériorité et l'existence dans son extériorité. Bref, l'existence dans sa particularité et sa généralité. L'existence dans son universalité et dans sa multiplicité. L'existence est donc reflétée à travers la communication artistique. Et cette communication devient l'idéal exprimé. Le beau dans l'art est expressif. Vous mettez un point après la phrase c'est une autre manière de communication, virgule, de transmission des messages, point à la ligne. Ainsi, virgule, derrière le beau se déclinent les informations du genre d'événements marquant l'histoire d'un peuple, soit sur le plan sociopolitique, soit sur le plan culturel, idéologique, etc. Donc, à travers l'art, on peut exprimer les douleurs d'un peuple. On peut exprimer l'antériorité d'une civilisation, comme la civilisation égyptienne antique. On peut exprimer l'originalité d'une civilisation, comme les civilisations grecques
les civilisations romaines. On peut aussi exprimer l'être d'une civilisation, comme la civilisation Congo, la civilisation Teke, la civilisation Zoulou, civilisation du Mali, de l'empire Songhai, de la Nubie. Bref, l'art est un moyen d'expression de la culture d'un peuple. Les monuments sont des véritables références d'information. Pour preuve, les statues transmettent un message. Vous voyez les pyramides en Égypte. Il y a un message que les hommes qui ont vécu à cette époque-là et dans cette société étaient des hommes qui pensaient, mais qui pensaient de façon grande. Des hommes qui pensaient grand, mais des hommes qui pensaient aussi l'universel. Des hommes qui pensaient ce qu'il fallait penser. Les hommes qui pensaient l'humain. Les hommes qui pensaient culturel. Les hommes qui pensaient naturel. Les hommes qui pensaient identité. Les hommes qui pensaient interculturalité. Les hommes qui pensaient qu'ils ne sont pas seuls au monde, qu'ils sont toujours en rapport à. Ils sont toujours vivants par rapport à. Ils sont toujours hommes par rapport aux autres hommes, par rapport aux circonstances, par rapport au milieu, par rapport à des référents inconnus. C'est dans cette optique que Habermas écrit. Jürgen Habermas écrit. Habermas. Et en passant, je vous signale que c'est un grand spécialiste de l'herméneutique du XXe siècle. Un gaillard. Il sait ce que c'est l'exégèse, ce que c'est la traduction et l'interprétation, ce que c'est le langage, ce que c'est le sens, ce que c'est le signifié, ce que c'est le non-signifié. Habermas dit ceci. La communication est la condition. La communication est la condition. La communication est la condition nécessaire à la production. Est la condition nécessaire à la production. La communication est la condition nécessaire à la production symbolique, artistique, à l'échange, d'informations. À l'échange d'informations. À l'échange d'informations. La communication est la condition nécessaire à la production symbolique, artistique, à l'échange d'informations. Il le dit dans son livre Morale et communication. Morale et communication. Morale et communication. Morale et communication. Dans son livre Morale et communication. Bien. Qu'est-ce que Habermas voulait dire dans ce propos? La communication est la condition nécessaire à la production symbolique, artistique, à l'échange d'informations. En fait, Habermas veut dire que
L'art, en tant que communication, ou encore la communication plutôt, la communication est la norme, la règle, le critère indispensable, utile à la réalisation des symboles. Mais n'oubliez pas, les symboles ici sont des codes. Les symboles ici sont des représentations matérielles ou spirituelles des choses, des réalités, ou encore des pouvoirs. N'oubliez pas ce que nous disent Claude Lévi-Strauss, ce que nous disent Mircea Eliade, ce que nous disent Lévi Brühl, ce que nous disent certains anthropologues, certains sociologues, certains spécialistes. Ici, au niveau symbolique, nous pouvons penser au mythe, qui est une forme d'expression imaginaire, mais aussi symbolique, et aussi par des tabous. Mais ici, nous pouvons aussi penser à la religion, avec ses multiples représentations, selon les obédiences des religieux. Bref, il y a aussi le côté artistique, donc le côté production du beau, le côté révélation de la beauté. Donc la communication nous amène à l'art, à l'esthétique, au beau dans toutes ses dimensions, dans sa généralité et ses spécificités, mais aussi la communication est un moyen d'échange d'informations. Information ici doit être, le mot information doit être pris comme connaissance, comme savoir, mais aussi savoir-faire. Échange de savoir-faire, échange de savoir, échange de ce qui fait l'humain, échange de ce qui fait la grandeur de l'homme. Donc, la communication, selon Habermas, est un bon outil qui particularise l'art, mais aussi montre les fonctions de l'art. Voilà en gros ce qu'il fallait retenir dans le programme sur la définition de l'art et la nature et les fonctions de l'art. Mais on peut aussi ajouter, en passant, avant de finir, que l'art a beaucoup de fonctions. L'art peut avoir la fonction de métalangage. L'art peut avoir aussi la fonction d'évasion. L'art peut avoir la fonction d'indicible. L'art peut avoir la fonction d'exprimer le sacré. L'art peut avoir la fonction de métempsychose. L'art peut être aussi la contemplation pure des idées. L'art peut être aussi l'expression de ce que nous sommes en nous-mêmes et par rapport aux autres. Mais l'art peut aussi être l'herméneutique de l'existence. Bref, l'art a plusieurs caractéristiques et plusieurs fonctions. Mais pour bien finir, nous pouvons vous évaluer à la maison à travers ces questions. Vous allez réfléchir à la maison en dissertant par rapport à ce que nous avions dit. Sujet de réflexion. Voici les sujets à traiter à domicile pour évaluer votre capacité, si vous avez compris le cours ou vous ne l'avez pas compris, à travers la définition de l'art et les caractéristiques et les rôles de l'art. Voici des sujets de réflexion. Le premier sujet, l'art est-il reproduction? L'art est-il reproduction? Le deuxième sujet de réflexion est le suivant. Imiter, virgule,
Est-ce la tâche de l'art? Est-ce la tâche de l'art? Le troisième sujet est le suivant. L'art dépend-il de l'imagination? L'art dépend-il de l'imagination? L'art dépend-il de l'imagination personnelle? L'imagination personnelle. Bien, ici, l'imagination personnelle peut être remplacée par le sujet pensant. L'imagination personnelle peut être aussi remplacée par l'artiste. Et enfin, pour vous aider à anticiper sur la 5e leçon qui concerne le beau qui va suivre, on va mettre le beau est-il objectif? Le beau est-il objectif? Est-il objectif? Ce sujet annonce le cours prochain, la leçon prochaine. Le beau est-il objectif? Mais par rapport à ce qu'on vient de voir, la définition de l'art, la nature et les fonctions de l'art, les 3 premiers sujets sont bien placés pour cela. Et vous faites la dissertation à la maison. Et le 4e sujet nous renvoie à la leçon suivante concernant la notion du beau. Chers candidats, je vous souhaite une bonne suite du cours, un bon suivi, un bon travail de préparation au bac. À nous revoir au cours prochain. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.